Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans les marchés en ce moment. Pas dans les gros titres, pas dans les conférences de presse, c'est dans les chiffres, dans les flux, dans le silence que les institutions gardent quand elles repositionnent leurs capitaux en urgence. Parce qu'aujourd'hui, deux des économies les plus interconnectées au monde viennent de se regarder en face. Et l'une d'elles a clairement décidé que l'ancienne relation ne tenait plus. Et pendant que tout le monde débat des déclarations, des symboles, des mots choisis, les marchés, eux, ont déjà commencé à répondre à la seule question qui compte vraiment: qui va payer le prix de cette rupture? Parce qu'une chose est certaine dans ce type de confrontation économique: quelqu'un paie toujours. La question, c'est qui? Et est-ce que ce quelqu'un, c'est vous? Voilà ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, non pas les déclarations politiques, mais les mécanismes financiers réels, les flux de capitaux, les tensions sur les devises, les chaînes d'approvisionnement fragilisées, et surtout ce que tout cela implique concrètement pour les marchés, pour l'inflation, pour la politique monétaire, et pour tout investisseur qui cherche à positionner intelligemment son capital dans cet environnement. Commençons par le commencement. Il y a quelques heures, l'administration américaine a franchi un nouveau seuil dans sa stratégie commerciale vis-à-vis du Canada. De nouvelles mesures tarifaires ciblées ont été annoncées ou réaffirmées, avec une intensité qui tranche avec la période de relative stabilité des dernières semaines. Et la réponse canadienne n'a pas tardé. Elle a été immédiate, structurée et délibérément symbolique sur le plan économique. Ce qui se joue ici, en surface, ressemble à une querelle commerciale. Mais en dessous, et c'est là que se trouve le vrai signal, ce que nous observons, c'est une reconfiguration profonde de l'une des relations commerciales bilatérales les plus massives de la planète. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut d'abord saisir l'architecture financière qui lie ces deux économies. Les États-Unis et le Canada représentent ensemble l'un des corridors commerciaux les plus denses au monde. Chaque jour, plus de 2 milliards de dollars de biens et services traversent cette frontière dans les deux sens. 2 milliards par jour. Cela représente une chaîne de valeur industrielle intégrée, construite sur des décennies, et qui touche des secteurs aussi critiques que l'énergie, l'automobile, l'aluminium, l'acier, l'agriculture et les semi-conducteurs. Quand cette chaîne commence à être perturbée par des mesures tarifaires agressives, l'impact ne se limite pas aux entreprises directement visées. Il se diffuse, il se propage. Et dans un environnement macroéconomique déjà tendu, inflation persistante aux États-Unis, politique monétaire restrictive, fragilité des marchés obligataires, cette diffusion peut se transformer très rapidement en choc systémique. Est-ce que les marchés sous-estiment ce risque de propagation en ce moment? C'est exactement la question que les traders institutionnels se posent ce soir. Regardons ce qui se passe du côté des devises, parce que c'est souvent là que le marché parle le plus clairement avant tout le monde. Le dollar canadien, le CAD, est une devise dite de matière première. Sa valeur est structurellement liée au prix du pétrole, à la santé des exportations canadiennes et à la confiance des marchés dans la stabilité commerciale nord-américaine. Lorsque cette stabilité est remise en question, le CAD souffre. Et un CAD affaibli n'est pas neutre. Il renchérit les importations canadiennes, il alimente l'inflation intérieure, il rend les décisions de la Banque du Canada extrêmement délicates. La Banque du Canada se trouve aujourd'hui dans une position que tout banquier central redoute. Une situation où elle doit simultanément gérer une monnaie sous pression, une économie potentiellement ralentie par les perturbations commerciales, et une inflation qui refuse de descendre aussi vite que prévu. Dans ce triangle infernal, il n'y a aucune décision propre. Chaque mouvement a un coût. Et de l'autre côté de la frontière, la Réserve fédérale américaine n'est pas non plus à l'abri de la complexité. Des tarifs douaniers supplémentaires sur des importations canadiennes, notamment dans l'énergie et les matériaux de construction, alimentent directement les coûts de production américains. Ce sont des pressions inflationnistes importées. Et dans le contexte actuel, où la Fed cherche à maintenir une posture crédible de lutte contre l'inflation, ce type de choc par les coûts est exactement ce qu'elle ne voulait pas voir arriver. Parlons maintenant du secteur qui concentre en ce moment le plus d'attention institutionnelle, l'énergie. Le Canada est le premier fournisseur de pétrole brut aux États-Unis. Cette réalité est souvent sous-estimée dans les discussions publiques, mais elle est fondamentale pour comprendre les vrais leviers de cette confrontation économique. Le pétrole canadien, notamment le brut lourd des sables bitumineux de l'Alberta, alimente directement les raffineries du Midwest américain. Ces raffineries ont été conçues et optimisées pour traiter précisément ce type de brut. Elles ne peuvent pas simplement se tourner vers d'autres fournisseurs du jour au lendemain. Ce verrouillage technologique et logistique signifie que toute perturbation dans les flux d'énergie entre les deux pays aurait des conséquences immédiates sur les prix du carburant américain, sur les coûts de transport et par extension sur l'ensemble de la chaîne logistique nord-américaine. C'est un levier que le Canada détient, et la riposte annoncée ce jour semble indiquer une volonté de ne pas l'ignorer.
Pour les marchés de l'énergie, cette tension est un facteur supplémentaire d'incertitude dans un environnement déjà volatile. Le WTI, le Brent, mais surtout le différentiel WTI-WCS, qui mesure l'écart entre le pétrole américain de référence et le brut canadien, vont être des indicateurs clés à surveiller dans les prochains jours. Un élargissement de cet écart serait un signal que les marchés commencent à prisser une perturbation réelle des flux. Si vous suivez les marchés globaux de près, et que ce type d'analyse vous apporte une valeur réelle, c'est exactement la raison d'être de cette chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun des signaux que nous décryptons ensemble. Passons maintenant à ce que peu d'analystes grand public mentionnent, l'impact sur le marché obligataire canadien et les implications pour les flux de capitaux internationaux. Quand une économie entre dans une zone de turbulence commerciale majeure, les investisseurs étrangers qui détiennent des obligations d'État canadiennes réévaluent leur exposition. C'est mécanique. Le risque perçu augmente, les spreads s'écartent légèrement et les sorties de capitaux peuvent créer une pression supplémentaire sur la devise. C'est un cercle qui peut s'auto-alimenter. Un CAD plus faible attire moins de capital étranger, ce qui affaiblit davantage le CAD, ce qui rend le financement de la dette plus coûteux. Ce mécanisme est encore contenu aujourd'hui, mais la vitesse à laquelle il peut s'accélérer dépend d'un seul facteur, la durée et l'intensité de cette confrontation commerciale. Si les marchés commencent à anticiper que ces tensions ne sont pas temporaires, mais structurelles, alors le repricing sur les actifs canadiens pourrait être beaucoup plus significatif que ce que les cours actuels reflètent. Est-ce que le marché obligataire canadien est en train de sous-évaluer ce risque de durée ? C'est une question que beaucoup d'investisseurs devraient se poser sérieusement en ce moment. Mais il y a une dimension encore plus profonde dans cette histoire, une dimension qui touche directement à la psychologie des investisseurs institutionnels globaux et à la façon dont ils perçoivent désormais l'ensemble de la zone nord-américaine comme espace d'investissement. Depuis plusieurs décennies, l'ALENA puis l'ACEM, l'accord économique qui régit les échanges commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a servi de cadre de certitude pour les investisseurs. Un cadre stable, prévisible, qui permettait de planifier des investissements industriels à long terme, avec une visibilité acceptable sur les règles du jeu. Ce cadre est aujourd'hui remis en question de manière répétée. Et chaque fois qu'il l'est, un signal subtil mais dévastateur est envoyé aux capitaux globaux. L'Amérique du Nord n'est plus une zone d'investissement à règles stables. C'est une zone à risque politique croissant. Et les capitaux, contrairement au discours, n'aiment pas l'instabilité. Ils fuient vers la clarté. La vraie question de fond, et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement, c'est: est-ce que cette dynamique accélère un repositionnement global du capital vers d'autres régions du monde, vers l'Asie du Sud-Est, vers certaines économies européennes, vers les marchés émergents qui, paradoxalement, commencent à offrir plus de prévisibilité réglementaire que les États-Unis dans certains secteurs? C'est un débat que les grandes institutions ont déjà. Et leur réponse dans les prochains mois définira les grandes tendances des flux d'investissement pour la décennie à venir. Revenons maintenant à l'impact sectoriel immédiat sur l'économie réelle. L'industrie automobile est l'un des secteurs les plus exposés à cette confrontation tarifaire. Les chaînes de montage nord-américaines sont profondément intégrées. Une pièce peut traverser la frontière plusieurs fois avant que le produit final ne soit assemblé. Les constructeurs comme GM, Ford, Stellantis, mais aussi les sous-traitants et équipementiers, ont construit leur modèle de coût sur l'hypothèse d'une fluidité commerciale quasi totale entre les deux pays. Des tarifs douaniers supplémentaires brisent cette hypothèse. Ils ajoutent des coûts à chaque traversée de frontière. Et dans un secteur automobile déjà sous pression, électrification coûteuse, compression des marges, consommateurs plus prudents, cette couche de coûts supplémentaires peut rapidement devenir insoutenable. Les analystes sectoriels estiment que des tarifs significatifs sur les composants automobiles pourraient ajouter plusieurs centaines de dollars de coûts par véhicule fabriqué en Amérique du Nord. Dans un environnement où les constructeurs cherchent déjà à préserver leurs marges face à la transition électrique, cela représente un choc réel. Et ce choc finit toujours par se retrouver soit dans les prix à la consommation, soit dans les marges, soit dans les suppressions d'emplois. Souvent les trois à la fois. Il y a un autre secteur à ne surtout pas ignorer, l'aluminium et l'acier. Le Canada est le premier fournisseur d'aluminium des États-Unis. Des tarifs sur l'aluminium canadien se traduisent directement par une augmentation des coûts dans des secteurs aussi divers que la construction aéronautique, l'emballage alimentaire, la fabrication de véhicules électriques et l'infrastructure énergétique. Ce ne sont pas des effets théoriques, ce sont des effets qui se matérialisent dans les comptes de résultats des entreprises américaines en quelques trimestres. Et du côté canadien, les mesures de rétorsion annoncées ciblent stratégiquement des produits américains dont les États, dépendant politiquement et économiquement de leur exportation, sont les plus vulnérables. C'est de la géographie économique appliquée à la guerre commerciale.
Et les marchés lisent parfaitement ce langage. Est-ce que cette escalade est le début d'un mouvement plus large, ou simplement une phase de négociation agressive avant un retour à l'équilibre? La réponse à cette question va définir le comportement des marchés dans les prochaines semaines, et honnêtement, personne ne la connaît avec certitude aujourd'hui. Maintenant, parlons de ce que le smart money, les capitaux institutionnels les plus sophistiqués, semblent être en train de faire dans ce contexte. Les hedge funds macro qui suivent de près les dynamiques commerciales nord-américaines ont commencé à ajuster leur position sur plusieurs axes. Premièrement, une exposition réduite sur les actifs en CAD ou une couverture plus agressive de cette exposition via des options FX. Deuxièmement, un intérêt croissant pour les valeurs liées aux matières premières alternatives. Des producteurs qui bénéficieraient d'une redirection des flux si les importations canadiennes vers les États-Unis venaient à se contracter. Troisièmement, une attention particulière portée aux obligations à courte duration canadiennes dans l'attente de voir comment la Banque du Canada va réagir à ce nouveau choc. Ce dernier point est particulièrement intéressant. Si la Banque du Canada doit choisir entre soutenir sa devise, ce qui impliquerait un maintien ou une hausse des taux, et soutenir une économie fragilisée par le choc commercial, ce qui impliquerait des baisses de taux, elle se retrouve exactement dans le dilemme que redoutent tous les banquiers centraux dans une guerre commerciale. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a seulement le choix du moindre mal. Et ce dilemme monétaire est précisément l'un des signaux que les marchés vont surveiller le plus attentivement dans les prochains jours. Revenons maintenant à un point que j'ai effleuré plus tôt, mais que je veux approfondir, parce qu'il me semble fondamental pour comprendre la trajectoire de long terme de cette situation. L'histoire des guerres commerciales du XXe et du XXIe siècle nous enseigne une leçon constante. Les parties qui imposent les premiers tarifs pensent de généralement maîtriser l'escalade. Elles pensent que la douleur sera asymétrique, plus forte de l'autre côté que du leur. Mais dans des économies aussi profondément intégrées que les États-Unis et le Canada, la symétrie est beaucoup plus difficile à maintenir qu'elle ne semble l'être en théorie. Les marchés l'ont compris, et c'est précisément pour cela que la réaction canadienne immédiate a été perçue non pas comme une simple posture, mais comme un signal sérieux. Ottawa est prêt à accepter une douleur à court terme pour préserver la crédibilité de sa capacité à riposter. Et cette crédibilité a une valeur économique directe parce qu'elle détermine la dynamique des négociations à venir. Dans les guerres commerciales, la vraie monnaie d'échange, ce n'est pas le commerce lui-même, c'est la tolérance à la douleur économique. Et les marchés cherchent en permanence à estimer qui dispose de la plus grande marge de tolérance. La réponse à cette question va définir qui lèvera les tarifs en premier. Permettez-moi de vous donner maintenant le cadre d'analyse qui me semble le plus utile pour les prochaines semaines, si vous êtes en train de gérer des positions ou de réfléchir à votre exposition dans ce contexte. Le premier indicateur à surveiller, le mouvement du CAD par rapport au USD dans les prochains jours. Un CAD qui se stabilise autour des niveaux actuels signale que les marchés considèrent encore cette tension comme temporaire et gérable. Un CAD qui continue à se déprécier de manière significative est un signal d'alarme. Cela voudrait dire que les marchés commencent à prisser un scénario de rupture prolongée. Le deuxième indicateur, le comportement des entreprises industrielles nord-américaines dans leur communication au marché. Les mises à jour de guidance, les avertissements sur les marges, les annonces de relocalisation, tout cela va commencer à apparaître dans les prochaines semaines et va donner une image beaucoup plus précise de l'impact réel sur l'économie réelle. Le troisième indicateur, et c'est peut-être le plus sous-estimé, les flux dans les ETF exposés aux matières premières canadiennes et aux secteurs industriels nord-américains. Ces flux sont publics, mesurables, et ils reflètent le comportement des capitaux semi-institutionnels qui suivent de très près l'évolution de la situation. Si vous voyez des sorties massives de ces instruments, c'est que le marché commence à se repositionner pour un scénario plus sévère. Est-ce que vous suivez déjà ces indicateurs, ou est-ce que vous préférez attendre que la situation se clarifie avant de bouger? Dites-moi dans les commentaires quelle est votre approche en ce moment. Il y a enfin une dimension globale que je veux aborder, parce qu'elle dépasse largement le cadre nord-américain et qu'elle touche à la question de la recomposition de l'ordre commercial mondial. Chaque fois que les États-Unis entrent en confrontation ouverte avec l'un de leurs partenaires commerciaux traditionnels, que ce soit le Canada, l'Union européenne ou d'autres acteurs mondiaux en profitent silencieusement pour renforcer leur position. La Chine regarde, l'Union européenne regarde, les grandes économies émergentes regardent, et ce qu'elles voient, c'est une fenêtre d'opportunité pour redéfinir des partenariats commerciaux alternatifs, pour proposer au Canada, et plus généralement aux économies qui se sentent déstabilisées par l'imprévisibilité américaine, des accords et des corridors commerciaux qui réduisent leur dépendance vis-à-vis du marché américain. Ce n'est pas encore une tendance dominante, mais c'est une tendance réelle. Et les conséquences d'à long terme d'un effritement même partiel des partenariats commerciaux nord-américains
pourrait être bien plus profonde que les effets tarifaires immédiats dont nous parlons aujourd'hui. Dans 10 ans, les historiens économiques regarderont peut-être cette période comme le moment où certaines lignes de fracture dans l'architecture commerciale mondiale ont commencé à devenir visibles. Ou peut-être que tout cela se terminera par un accord négocié dans quelques semaines et que les marchés reprendront leur trajectoire normale. Mais entre ces deux scénarios, il y a un espace d'incertitude immense. Et c'est dans cet espace que se jouent les vrais paris sur les marchés en ce moment. La conclusion que je veux vous laisser ce soir n'est pas un verdict, elle n'est pas une prédiction. Elle est une invitation à regarder plus loin que ce que les gros titres vous donnent. Ce que vous voyez en surface, des déclarations, des contre-déclarations, des tarifs annoncés, des ripostes formulées, n'est que l'emballage visible d'une dynamique économique beaucoup plus profonde. Derrière les mots, il y a des flux de capitaux qui se repositionnent. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont recalculées. Il y a des banquiers centraux qui revisitent leur modèle. Il y a des directeurs financiers d'entreprises qui convoquent des réunions d'urgence pour estimer leur exposition. Le marché, dans toute sa brutalité, finit toujours par trouver l'équilibre. Mais les chemins qui mènent à cet équilibre peuvent être douloureux, soudains et profondément inégaux, selon que vous avez anticipé le mouvement ou que vous le subissez de plein fouet. C'est précisément pour cela qu'il faut regarder sous la surface. C'est pour cela que le signal importe plus que le bruit. Et c'est pour cela que la vraie question, ce soir, n'est pas de savoir qui a claqué quelle porte. La vraie question est de savoir où va l'argent ensuite, et êtes-vous positionné en conséquence ?